Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous laisser vous asseoir. On va demander un petit peu de... Voilà, le temps que les personnes s'assoient, merci. Je vais vous demander de faire un petit peu plus de calme, s'il vous plaît. D'éteigner vos portables. On va démarrer donc cette première conférence, c'est ce qui donne le ton en fait et le démarrage sur le salon de l'immobilier. Donc moi je suis très heureux d'être ici. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Guillaume Michel, donc l'organisateur du salon de l'immobilier. Et je suis d'autant plus heureux de démarrer cette conférence avec les jumeaux, donc Annabelle Bringot et Maverick Saroche. Donc je suis très très heureux de ce lancement et de cette conférence, et également des intervenants qui sont sur scène que vous allez découvrir pendant cette conférence. Donc Charlotte Blunven, Monsieur Humbert David, Marie Sfay et Cédric Telbo-Emma. Moi, je suis juste là 5 minutes, après je m'en vais. Mais vraiment, c'était des remerciements forts parce que c'était pas compliqué finalement de la lancer, mais on s'est posé beaucoup de questions. Et je suis très content d'avoir un thème comme celui-ci pour repenser les grands ensembles de la ville de demain, parce que ça correspond un peu à Montpellier avec tout ce qui se lance de par la ville, Altemed et autres, avec ses folies, repenser la ville, réaménager les quartiers. On le voit juste à côté de nous avec repenser la place de la Comédie et la végétalisation. Et donc je suis très heureux d'avoir un thème comme ça pour un démarrage sur le salon de l'immobilier, et une conférence fait aussi avec des jeunes, parce que il y a de plus en plus de jeunes dans l'immobilier. Donc je suis vraiment très content. Voilà, je vais laisser la parole à Annabelle et Maverick. Alors merci beaucoup. Merci. Donc merci beaucoup Guillaume de nous donner cette occasion et cette opportunité de tenir cette conférence. Pour la conférence de rentrée du salon de l'immobilier. Alors on est très content de présenter ce thème et très content de l'organiser avec toi, donc merci beaucoup. Merci également à Madame Marie Sfay d'être présente pour représenter la ville de Montpellier. Merci à Monsieur Cédric Graille de la société Altemed, non présent aujourd'hui mais représenté par Monsieur Telbo-Emma, qu'on remercie vivement d'être ici parmi nous aujourd'hui. Merci Madame Charlotte Blunven, qui est là aujourd'hui pour présenter et échanger sur les thèmes de l'association dont elle porte le projet, qui est l'Association internationale des maires francophones. Et merci Monsieur Humbert, architecte urbaniste, qui dirige l'agence Passager des Villes et qui est notamment missionné pour le projet de renouvellement du quartier de la Mosson. Parce que Maverick vous présentera un petit peu plus le thème, mais qui est missionné pour ce grand ensemble. Et donc, merci l'organisation du salon pour ce beau salon, et merci surtout à tous les gens qui sont présents aujourd'hui et qui ont fait le déplacement pour assister à cette conférence. Alors, je vais toucher 2 mots sur notre association et vous présenter tout d'abord qui on est. Alors, qui on est ? Nous sommes l'association des jeunes de l'immobilier de Montpellier, dit JIMO, qui est une association qui a été créée il y a un peu plus d'1 an, donc c'est tout neuf, et nous sommes une association qui rassemble la jeune génération autour de l'activité immobilière, de promotion immobilière. Donc, on va dire, entre guillemets, les jeunes du métier. Nous sommes donc une association multiprofessionnelle qui regroupe des notaires, des géomètres, des professionnels de l'immobilier autour de la promotion immobilière, le côté technique avec les bureaux d'études, des assureurs. Je ne vais pas tous les lister, je ne pourrais pas. Mais en tout cas, l'idée est de se rassembler tous avec des expertises différentes, des points de vue différents autour d'un même thème. Alors, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait ? Ce qu'on fait, c'est que d'abord, on se rassemble autour de valeurs. Nos valeurs, c'est tout d'abord, c'est logique, c'est rassembler des professionnels qui se regroupent, qui sont animés par leur métier et qui souhaitent discuter, échanger autour de ces enjeux, son actualité. Ensuite, on a une seconde valeur qui est un peu plus spécifique, c'est la convivialité. Pourquoi la convivialité ? Parce qu'on considère que la convivialité est un socle fort, commun, qui nous permet d'échanger autour de thèmes de façon très simple, mais aussi à notre sauce, des thèmes qui nous animent dans notre profession. Et il se trouve que la convivialité est aussi un générateur de bonnes idées. Donc c'est la raison, pour toutes ces raisons, on est là aujourd'hui pour cette conférence, et c'est ce qui nous permet d'être ici aujourd'hui.
Donc moi, je vais plutôt présenter le thème. Donc déjà, 2050. On a tous entendu la ville de demain, horizon 2050. En 2050, nous travaillerons toujours sur l'urbanisation future de nos villes et cette urbanisation future commence dès aujourd'hui. Au cœur de cette question de l'urbanisation future se pose la question des grands ensembles immobiliers. Et c'est pour cela qu'on vous retrouve aujourd'hui sur ce thème qui est repenser les grands ensembles pour la ville de demain. Pour ce faire, on est accompagné de ces messieurs et dames ici présents et nous allons tout de suite commencer par la présentation de madame Charlotte Blunven qui va nous présenter son étude de par son association internationale des maires francophones. Donc bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être présente avec vous pour cette grande conférence donc sur repenser les grands ensembles pour la ville de demain. Donc qui est donc sur invitation des JIMO et donc en compagnie de mes homologues pour cette table ronde. Alors peut-être vous dire, donc je suis Charlotte Blunven, ingénieure d'études en charge du suivi du programme Urbanisme en francophonie qui est piloté par l'AIMF, donc l'Association internationale des maires francophones, et donc je suis rattachée au laboratoire de géoarchitecture qui est situé lui à Brest. L'AIMF, en quelques mots, c'est donc une association qui regroupe 300 villes ou associations de villes de l'espace francophone et qui, je le dirais, a deux volets. D'une part, donc du soutien à des projets concrets sur les territoires au travers de projets de coopération décentralisés ou d'appui à des projets de coopération décentralisés, et aussi un volet pour faire évoluer la gouvernance locale sur les territoires et donc mettre en perspective des différents sujets. Et dernièrement, donc l'AIMF entend s'intéresser à la possibilité d'une ville francophone. Donc on est parti vraiment d'une hypothèse et non pas d'un constat. Donc au travers, alors que le monde doit organiser en effet sa transition vers un développement plus respectueux des personnes, mais aussi des ressources et de la planète, comment penser et construire les villes? Voilà le questionnement de départ. Pour ce faire, donc l'AIMF a lancé en juin 2022 la plateforme Urbanisme en francophonie, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet sur www.urbanisme-francophonie.org. Et donc en partenariat avec l'Apéro, qui est donc l'association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, et également le laboratoire de géoarchitecture de Brest. Donc c'est un projet collectif destiné à penser l'urbanisme par des valeurs, et aussi un projet qui promeut le droit à la ville pour tous dans un esprit de cohésion sociale. L'objectif est de contribuer à un futur urbain pour l'espace francophone qui préserve la diversité et la richesse des villes. Alors, notre première question sur ce thème, Madame Blunven, c'est vous avez un périmètre large, la francophonie. Est-ce que les villes francophones ont une identité, un socle commun? Alors, c'est ce qu'on a essayé donc de poser comme question au travers des grands entretiens, donc à des architectes, des urbanistes, mais aussi des artistes, des historiens, parce qu'on est vraiment parti d'une hypothèse. Et plus on a avancé dans les entretiens, plus en effet on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des manières de penser et de faire la ville qui seraient similaires, ou du moins qui seraient différentes à la manière sinophone ou encore anglophone, notamment avec autour des valeurs que j'ai parlé, donc c'est-à-dire l'inclusivité, l'espace public, le droit à la ville pour tous, mais peut-être aussi la ville durable, et ouais. Voilà. C'est plus qu'une culture, c'est plus qu'un langage. Pour vous, c'est aussi une forme urbaine. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de dire que l'espace francophone n'est pas seulement l'espace d'un partage d'une langue et d'une culture, mais aussi d'une manière de penser et de faire la ville. D'accord. Donc voilà, donc pour revenir très rapidement sur le site internet, à la fois il se décompose en deux grandes rubriques, qui est un espace de ressources, donc une base historique et documentaire autour de l'urbanisme francophone, mais aussi un onglet collaboratif qui lui en fait regroupe l'ensemble des travaux que l'on réalise, donc les grands entretiens dont j'ai parlé, mais aussi des tables rondes, des extraits de cinéma, que ce soit d'archives d'ailleurs ou des extraits plus récents, et des cartes postales. Donc ce sont des photographies qui nous sont envoyées par différentes personnes depuis l'espace francophone. Mais il se décompose aussi en trois grandes thématiques. Donc l'urbanisme comme il se vit, l'urbanisme comme il se fait, et l'urbanisme comme il
il nous parle. L'urbanisme, comme il se vit, renvoie en fait à la question des proximités et de l'urbanisme tel qu'il est perçu et vécu par les habitants. L'urbanisme, comme il se fait, lui, renvoie plutôt à la question des formes urbaines, donc c'est-à-dire l'urbanisme tel qu'il est pensé et tel qu'il se fait par les différents acteurs de la fabrique de la ville, donc que ce soit les villes, les municipalités, mais aussi les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, etc., etc. Et enfin, l'urbanisme, comme il nous parle, est celui qui renvoie à celle des identités et du patrimoine. Donc il s'agit là, en fait, de se nourrir de la richesse et de la diversité des villes, que ce soit donc par la préservation du patrimoine, mais aussi autour des questions de culture urbaine. Madame Leneven, excusez-moi, vous travaillez sur un périmètre qui est très large, c'est-à-dire toutes les villes francophones dans le monde. Quels sont pour vous les enjeux identifiés dans ces différentes villes et quels problèmes communs en ressortent aujourd'hui ? Alors, il y a des enjeux qui peuvent être similaires à certains territoires. Par exemple, si on prend l'exemple des villes résilientes ou de la résilience des villes, plusieurs villes de continents différents ont dû faire face malheureusement à des catastrophes naturelles. Je prends l'exemple, par exemple, des inondations. Ça a été le cas donc au Québec, bien entendu, mais aussi à Liège ou encore à Lubumbashi. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, au travers des différentes expériences que donc vivent les villes de l'AIMF, en fait, ils se concertent pour voir comment certaines villes ont réagi face à ces catastrophes similaires. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, d'avoir un échange d'expertise pour, en fait, permettre à tous de faire face à ces différentes catastrophes. C'en est un exemple, mais il y en a d'autres. Par exemple, la ville de Genève est très moteur pour l'égalité femmes-hommes aussi, en matière de gouvernance locale. Enfin, il y a énormément de sujets, voilà, qui peuvent être... je vous propose en tout cas de faire un arrêt sur image sur une des dernières activités de l'AIMF, qui est donc la table ronde urbanisme en francophonie et plus précisément la saison 5 consacrée à la pratique des jeunes professionnels de la fabrique urbaine. Donc chaque table ronde se décompose en 3 webinaires et ici en fait on a voulu poser la question de quelles seront les pratiques des jeunes professionnels demain et comment comptent-ils faire face justement aux différents changements, que ce soit climatiques, sociétals ou autres. Donc, au travers de cette table ronde, l'idée, c'est vraiment d'inviter les jeunes à nous dire donc comment ils pensent en fait la ville de demain. Maintenant que je vais peut-être en venir à la thématique de cette table ronde, donc tout d'abord le mot ville, en effet, qui peut être qualifié aussi d'établissement humain. Je vais vous proposer de partir sur la notion de diplomatie des villes, parce que aujourd'hui donc qui est d'autant plus importante au vu donc des relations qui peuvent être très complexes au niveau des États, et d'autant plus que ce sont les villes qui elles font face donc avec plus d'acuité aux différents changements. C'était d'ailleurs le thème du dernier Résonance, qui est le cahier de réflexion des maires francophones sur le maire diplomate. Et il faut savoir que du coup, l'AIMF entend organiser en octobre 2024 une grande conférence sur l'urbanisme en francophonie pour justement faire entendre ou en tout cas inscrire à l'agenda de la francophonie la question de l'urbanisme en considérant que l'espace francophone n'est pas seulement un lieu de culture ou une langue, mais peut-être aussi qui a un passé, qui a une histoire et donc une manière d'envisager et de faire la ville. Et par cette grande conférence internationale, elle entend notamment transmettre la parole des maires, bien entendu, mais également sur les défis que se posent en fait pour les villes de demain. Donc vous avez ici quelques notions, mais les notions de ville durable, de ville résiliente, de ville inclusive, voilà, avec donc la ville durable plutôt les questions des transitions, la ville résiliente qui est celle donc de s'adapter finalement, et la ville inclusive qui renvoie à la question donc du vivre ensemble. Alors, juste pour faire la transition, donc c'est vrai que vous travaillez sur des territoires différents, donc vous nous expliquez que, alors je trouve ça très intéressant, l'Afrique, vous avez par exemple des pays d'Afrique qui font face, eux, à des contraintes différentes au final, qui sont de gestion de l'augmentation de leur population, et qui, eux, c'était intéressant ce que vous nous expliquiez, ont une logique tout à fait différente qui est, ils n'ont pas le choix que de créer des nouveaux logements et d'étaler leur ville, parce que la construire sur elle-même, ça suffit plus. Donc ça leur pose aussi d'autres questions qui sont la sécurité, par exemple, qui sont la gestion aussi de ces équipements publics pour gérer l'accroissement de la population. C'est aussi des villes, vous disiez asiatiques, avec la prédominance, donc toujours cette question d'accroissement de population, mais la prédominance du numérique. Et ensuite, la France,
Je les citerai pas tous, mais la France qui a un clivage entre guillemets nord-sud avec des contraintes au sud, des contraintes au nord qui sont un petit peu différentes et qui nécessitent quand même une réponse on va dire d'ensemble de l'État, mais aussi des collectivités, ce qui permet de faire donc la transition sur Montpellier. Et d'échanger également avec Madame Maryse Faye sur ce sujet, sur les enjeux qui auxquels on doit répondre aujourd'hui pour la ville de 2050. Madame Faye, quels sont pour vous les enjeux parmi ceux évoqués, les résilientes, durables, qui sont nécessaires qui sont identifiés, qui concernent la ville de Montpellier et auxquels vous devez aujourd'hui répondre, auxquels vous avez déjà répondu? Alors, avant de parler, je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'on est un peu en duo et en stéréo. Avant de parler de demain, de 2050, moi j'aimerais bien qu'on reparte un petit peu sur l'histoire des grands ensembles, parce que on est parti d'une feuille blanche à l'époque, mais il y avait une raison. Alors, on critique aujourd'hui certains grands ensembles, mais ils ont été créés pour des raisons précises, avec des conditions de l'époque, et surtout dans une urgence d'habitabilité. Un peu une urgence d'habitabilité qu'on retrouve aujourd'hui finalement. Alors, juste un petit peu d'histoire, je ne veux pas être très longue et surtout pas être pédagogue, mais juste c'est bien de savoir comment on part et sur quoi on s'assoit aujourd'hui, parce que en fait c'est un héritage que l'on a aujourd'hui, et cet héritage on doit soit l'adapter, soit le recycler, soit le réinventer pour 2050. Mais entre-temps, il y a une transition qui sera expliquée par mon voisin et qui part du principe que, en fait, ces grands ensembles, le premier, il a été créé par Tony Garnier en 1934. Et ensuite, ceux qui sont arrivés ont été réalisés tout simplement parce qu'on avait un besoin urgent après la Seconde Guerre mondiale de reconstruire, puis d'accueillir aussi des populations qui revenaient de l'étranger, avec par exemple les rapatriés. Alors il y a des territoires en France qui ont été plus marqués que d'autres, et Montpellier en particulier, c'est pour ça que je resitue Montpellier. Montpellier en particulier a été une terre d'accueil. Elle l'est toujours, mais elle a été particulièrement dans les années 60, terre d'accueil en particulier pour les rapatriés. Et donc, on parle souvent des quartiers qui sont en rue, mais il y a d'autres quartiers qui ne sont pas en rue et qui sont des quartiers de grands ensembles. Alors, pourquoi les grands ensembles ont été créés ? Tout simplement parce qu'à l'époque, dans les années 1950, 1960 jusqu'à 70, le schéma de constructibilité pour l'habitat, c'était plutôt la maison individuelle, et c'était l'étalement urbain. Et déjà à ce moment-là, on a commencé à prendre conscience effectivement de l'étalement, et on a fait des grands ensembles. Ils se sont développés donc dans les années 50-60, et c'était une innovation extraordinaire parce qu'enfin, il y avait du confort dans ces immeubles. Et si vous remarquez, si vous allez en visiter quelques-uns, aujourd'hui on se dit qu'on va en garder quelques-uns justement, on vous l'expliquera, parce qu'ils correspondent à des superficies que l'on recherche, à des grands appartements traversants, ce qu'on demande aujourd'hui. Et bien évidemment, en tant que confort, on a amené les sanitaires, on a amené les douches. Non, je suis vraiment en concurrence. Hein. On a amené l'eau, déloyale, t'as raison. On a amené l'eau, etc. Et donc, on avait pensé qu'à l'habitat. Et ce qu'il a manqué, et ce qui a fait justement qu'il y a eu un basculement dans ces grands ensembles, c'est qu'il manquait d'aménités. Et ces aménités, en fait, c'est ce qu'on a constitué dans les ZAC. Parce qu'avant, les grands ensembles, c'était des ZUP. Après, on a changé le sigle, on a appelé ça des ZAC. Mais pourquoi on a appelé ça des ZAC ? Parce que là, on y a mis de l'aménagement organisé et qui comprenait tout ce qui était nécessaire pour la vie d'un quartier. Donc avec des écoles, avec des commerces, avec un petit peu plus de bien vivre. Et dans les ZAC qu'on trouve aujourd'hui,
c'est peut-être un modèle aussi qui va évoluer d'ici 2050. Alors là, je crois que je vais plus y arriver. S'il y a une perceuse qui s'y met, c'est fini. Et donc, c'est vrai que à l'époque, il y a eu cette rupture entre l'individuel et l'habitat de production. En plus, c'était plutôt de la production industrialisée, puisque le béton avait été créé sous la guerre. Hein. Quelquefois, il y a des choses qu'il faut positiver. Le mur de l'Atlantique, c'est ça qui a développé l'industrialisation du béton. Et finalement, on s'en est servi pour un autre objectif qui était la construction en masse, rapide et industrialisée. Donc ces grands ensembles se sont faits effectivement très rapidement, alors avec une imagination qui se rapprochait de la charte d'Athènes pour ceux qui connaissent Le Corbusier, mais en fait il y a eu quand même un grand détournement et les grands ensembles n'ont pas été faits avec ces concepts et ces principes. Alors aujourd'hui, on a cet héritage et effectivement on assiste à des opérations alors qui sont plus des ZAC ou des ZUP, mais qui sont des territoires qui sont mis sous, on va dire, la perfusion financière, alors à la fois des collectivités territoriales, et je peux vous dire que c'est très lourd, et à la fois de l'État quand même qui nous aide avec des financements qui s'appellent les financements de l'ANRU. Mais l'ANRU, ce ne sont pas des procédures d'urbanisme, ce sont des procédures de financement. Et on a besoin de gens comme toi pour travailler auprès des collectivités, pour travailler sur l'urbanisme. Ça veut dire quoi de travailler sur l'urbanisme dans ces quartiers-là? C'est de savoir qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'il faut démolir, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut remettre et éventuellement renaturer, parce qu'on a besoin aussi de beaucoup de renaturation, quoique certaines ZUP ont été assez végétalisées quand même. La Mosson est un exemple en la matière. Donc ça a été un petit peu oublié. Donc aujourd'hui, il faut les réoxygéner. Et on assiste à des démolitions complètes, comme par exemple les murailles. Il y a eu 2 murailles en France. Il y avait la muraille de Saint-Étienne et la muraille de Chine à Clermont-Ferrand. La muraille de Saint-Étienne, je crois qu'elle a été démolie en 2000. Et celle de Clermont-Ferrand est en train de se démolir, 2023-2024. Et ça, c'était des murailles parce que ça a été construit avec la rapidité industrielle, mais aussi pour répondre à un objet qui était, il fallait construire des appartements. Alors, sur Montpellier, je reviens à Montpellier, on est héritier de ces grands ensembles. Alors, ils sont pas tous, on va dire, entre guillemets, labellisés en rue, parce que, par exemple, le quartier Saint-Martin est un quartier de grand ensemble. Il y en a d'autres sur Montpellier, je ne vais pas tous les citer, mais ceux-ci ne bénéficient pas de financement. Et là, c'est des opérations qui sont plus, on va dire, dans la dentelle et en fonction des financements que les privés ou les collectivités peuvent apporter, mais surtout les privés sur ce territoire-là, parce que ce sont souvent des copropriétés dégradées. Par contre, quand il y a effectivement une opération en rue, c'est-à-dire financière, qui se met dessus, là, on peut intervenir beaucoup plus facilement, quoique, mais au moins avec des accompagnements financiers qui nous permettent de faire des perspectives sur des années beaucoup plus lointaines, avec une programmation, alors qui n'est pas une ZAC, mais qui permet justement, avec un grand plan, alors là, je n'emploierai pas le terme d'ensemble, mais de réorganisation, de retrouver des aménités qui permettent de développer des quartiers avec à la fois des immeubles collectifs privés et à la fois des collectifs sociaux, ce qui permet de retravailler aussi sur une mixité sociale que j'appelle mixité sociale à l'envers, parce qu'il faut que dans ces territoires en rue, on y influe et on y insuffle des logements privés pour les classes moyennes et les classes supérieures, pour justement travailler sur cette mixité. Parce qu'aujourd'hui, on a des textes de loi comme celle de la SRU, qui, j'espère, ne va pas être modifiée. Je pense qu'il faut la sacraliser, cette loi de la SRU. C'est du logement social. Il ne faut pas y rajouter, comme ce que veut faire le ministère actuellement, le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, on en a besoin, mais c'est un produit différent que le logement social. Excusez-moi, je m'écarte, mais je ne supporterai pas qu'on modifie la SRU. C'est quelque chose qui est sacré. Ça a été fait par un gouvernement qui avait une fibre sociale, et il faut qu'on conserve cette SRU. Bon, à part cet écart que je viens de faire, excusez-moi,
Je pars du principe qu'effectivement, il faut réinsuffler du logement libre dans les quartiers qui sont des quartiers qui ont été assez ségrégés, on va le dire, et sur lequel on a des forces à développer. Alors, sur Montpellier, on en a 3. On parle maintenant de Cévennes, on parle de La Mosson, dont tu vas parler, mais on a eu aussi le quartier Petit Bar, dont tu vas parler, qui est un quartier qui, aujourd'hui, est théoriquement quartier en rue terminé. On n'a plus d'aide de l'État, donc il n'y a que la collectivité, la ville de Montpellier, parce que c'est un ancien dossier en rue, donc c'est compétence ville, sur laquelle on n'a pas tout à fait fini et sur lequel on va encore travailler. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Donc effectivement, on peut, Monsieur David, vous pouvez donc nous présenter le projet de renouvellement du quartier Mosson pour lequel vous avez été donc missionné, qui est donc, comme vous nous l'expliquiez, tout de même un des plus grands projets de renouvellement, parmi les plus grands projets de renouvellement en France, donc qui est assez singulier, et on vous laisse nous en parler. Bonjour à tous et toutes. Oui, c'est un sacré bébé, la Mosson, c'est 20... Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres de nombre d'habitants. On va dire 25 000, 28 000 dans ces eaux-là. Je crois que c'est la 2e ou 3e ville de l'Hérault en équivalent ville. Donc c'est un joli bébé. Chaque fois qu'on travaille sur ces projets de renouvellement urbain, c'est exactement la même chose dans toutes les villes. Et à chaque fois radicalement différent. Les histoires de ces quartiers, ce que rappelait Maryse Faye à l'instant, est à peu près globalement toujours la même. Une urgence, une nécessité à faire, une perception des choses à l'époque qui était ce qu'elle est. C'est surtout pas un jugement de valeur, parce que je suis pas sûr que nous aussi on fasse pas des grosses conneries quand on travaille aujourd'hui. Donc il y avait des besoins. Et quelle que soit la façon dont ces quartiers ont été réalisés, et ils ont des différences entre la Mosson sur laquelle on travaille sur les Maguettes à Vénissieux, à côté de Lyon, ou sur la Villeneuve à Grenoble, que tu connais bien. La Villeneuve de Grenoble, c'est un éco-quartier d'origine. C'est incroyablement bien conçu dès le départ. Il y a tout, la mixité sociale, des équipements culturels, des équipements sportifs, un grand parc, une relation à la voiture qui est très apaisée, parce qu'elles sont à l'extérieur du quartier. Quand on l'a fait labelliser éco-quartier populaire, c'est le premier éco-quartier populaire de France, siglé en rue, la Villeneuve de Grenoble, on n'a rien eu à faire, tout le mérite nous revient du coup, parce que dès le départ, c'était vachement bien foutu. Pour autant, on a les mêmes problèmes de dysfonctionnement qu'à la Mosson, aux Maguettes, ou dans la banlieue parisienne, dans les grands ensembles ou les villes nouvelles. Donc la question, elle est à la fois simple. Voilà, ça marche pas, comment on fait pour que ça aille mieux? Ça coûte cher, on va chercher des sous à l'ANRU qui ne les fabrique pas, qui va les récupérer à droite à gauche, enfin bref, je passe les détails. Donc c'est à la fois très simple et extraordinairement compliqué. Et pourquoi c'est très compliqué? Parce que ça touche des gens. C'est assez bête, mais il y a des gens qui habitent, il y a des histoires, il y a des traditions. Quand on a commencé à bosser à la Mosson, on nous a tout de suite raconté l'histoire de la butte du stade de la Paillade. Alors ceux qui connaissent pas, vous renseignez, mais ce serait la moindre des choses. Il y a quelque chose qui se passe dans tous les quartiers d'une vie sociale qui est fait qu'à un moment donné, d'intervenir dans ces quartiers-là, c'est pas tout à fait la même chose qu'un champ de patates qu'on met en zac et sur lequel on va développer quelque chose. Et je trouve que ces réflexions sur la façon de travailler sur les grands ensembles, c'est peut-être un élément précurseur de ce qu'on va tous avoir à faire, c'est travailler sur de l'existant et plus sur des champs de patates. Donc en gros, le renouvellement urbain, c'est souvent le précurseur du ZAN, qui fait flipper un peu tout le monde. Nous, ça nous fait marrer parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on bosse sur l'équivalent ZAN, c'est on fait avec l'existant. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette dimension-là. Après, ce qui est... peut-être qu'on peut avancer, parce que sinon je vais passer 3 jours à vous raconter. Quand on intervient dans ces quartiers-là, on prend en compte l'existant, on prend en compte l'histoire, on prend en compte les difficultés qui sont connues, parce que statistiquement, on a quand même des services en France très efficaces en termes de stats.
de diagnostic et autres. On sait exactement ce qui se passe, où ça se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Mais on essaie de croiser l'ensemble de ces données-là. Ce qui était peu fait à l'époque, ce qui est difficile à faire quand on est sur un champ de patates. Donc il y a un exercice de croisement de différentes thématiques qui se complexifie d'année en année, et heureusement. Par exemple, la question environnementale, moi quand j'ai commencé à bosser, le premier quartier en renouvellement urbain, c'était sur le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, milieu des années 90. La question environnementale, c'était zéro, quoi. Même pas, ça existait. On avait interdiction de démolir un bâtiment. C'était pas. Donc, à chaque génération de réflexion, arrivent des nouveaux sujets, et c'est très bien, qui font complexifier le système. Et je pense que c'est une grande chance de complexifier les systèmes parce qu'on évite la réponse stéréotypée, trop rapide. Ah bah c'est pas compliqué, il y a qu'à. Fastoche. Hein. La mixité sociale. Dès l'origine, il y avait de la mixité sociale dans tous les quartiers en France. Il y avait Grenoble, c'était 50-50 social, copro. À la Mosson, il y a énormément de copro. On voit l'état dans lequel elles sont, mais d'origine, il y avait. Mais c'était un peu simpliste. Donc, il faut accepter de gérer de la complexité. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, qui demande un peu de temps. C'est que ça va peut-être un peu moins vite, parfois trop lentement pour nous. Mais si ça va trop lentement, c'est surtout pour les gens qui habitent. Parce que quand on leur parle de la ville à 2050, et moi je suis un fan des réflexions de l'horizon 2050, pour un habitant qui a du mal à récupérer sa bagnole qui a été cramée, ou qui a du mal à trouver du boulot, ou qui a du mal à récupérer ses gamins le soir, 2050, c'est autre chose. C'est un film de science-fiction. Donc il y a un vrai sujet sur cette prise en compte de la complexité qui, moi, je trouve assez intéressante et qui demande, contrairement à l'origine, à être très nombreux autour de la table. Donc il faut une quantité de gens autour de la table qui est stupéfiante, mais c'est ça qui permet d'enrichir les réflexions, d'aller au fond du sujet, et puis d'essayer d'être le moins à côté de la plaque possible. Je reste prudent, je suis très modeste. Monsieur Humbert, en parlant des gens autour de cette table, il doit forcément y avoir les habitants. Comment les habitants ont-ils été conviés et dans quelle mesure ont-ils participé à l'étude de leur nouveau quartier ? Alors, dans les projets en rue, il y a une obligation de constituer des conseils citoyens avec de la concertation systématique. Donc ça, c'est un mécanisme qui est incontournable. S'il n'y a pas de financement rue, s'il n'y a pas de présence des conseils citoyens. Je me souviens quand on faisait les auditions du dialogue compétitif, je regarde Cédric parce qu'il y était, il y avait un représentant des conseils citoyens qui était autour de la table. Juste, du coup ça c'est important, quand on a choisi Humbert, avant même qu'il soit choisi, on avait fait participer des groupes d'habitants à la désignation de l'urbaniste en chef. Qui ont fait un bon choix. Je vous le concède. Donc il y a une association. Après, on peut toujours discuter de est-ce que c'est suffisant ou pas. On peut aussi discuter de quel temps on prend et quels moyens on se donne pour que un plan guide à horizon 2040, parce que c'est un peu l'horizon de l'ANRU, soit partagé, discuté avec des habitants. Quand le gouvernement a fait comment on appelle ça, les débats citoyens, les conventions citoyennes, il y a eu un très gros travail préalable pour enrichir la réflexion des citoyens qui avaient été tirés au sort. Donc, c'est pas des dispositifs qu'on sait faire facilement ou qu'on sait financer dans le cadre des projets en rue. On peut le regretter ou pas. Donc, il y a une question sur quoi on concerte. Est-ce que c'est sur le plan guide à horizon 2040? Est-ce que c'est sur la résidentialisation, c'est mon immeuble et mon pied d'immeuble? Est-ce que c'est sur le positionnement des nouvelles écoles? Enfin, il y a tellement de sujets. Et puis, moi, je suis assez prudent parce que quand on concerte sur ces éléments-là, on répond pas à la principale préoccupation des habitants, qui est tout de suite, qui est dans 3 mois, j'ai toujours mon nid de poule, je marche toujours dans de la gadoue quand je rentre chez moi, où j'ai toujours des encombrants dégueulasses qui puent à mon entrée, qu'on n'arrive pas à enlever. C'est pas tellement de savoir si dans 20 ans ça sera
résilient, très vert. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas important. Mais la hiérarchie des priorités, elle n'est pas la même pour tout le monde, ce qui est normal. Et c'est un des enjeux d'arriver à équilibrer les temps de chacun. Le temps des élus, le temps des techniciens, le temps des services administratifs, des procédures, des habitants, des trucs et des machins. Il y a 25 000 temps différents. Et ça, c'est aussi un exercice qui est assez passionnant à faire. C'est comment on arrive, d'une manière ou d'une autre, mais c'est peut-être mon côté suisse, je suis binational. J'aime bien régler la montre, qu'on soit à l'heure. Donc, j'aimerais bien que tout le monde arrive à l'heure dans son taf. Mais ce qui est un exercice, j'ai compris ça avec l'âge, c'est un exercice qui est juste pas possible. Mais c'est bien ça qu'il faudrait arriver à faire aussi. Gérer les complexités, gérer les temps. D'ailleurs, effectivement, comme tout projet de renouvellement du quartier et de l'ensemble, la chronologie est intéressante parce que, comme vous le disiez, il y a un temps. Et dans ces projets-là, différents pour d'autres sujets qui nécessitent pas la prise en compte de l'existant, ici, il y a un temps. Il y a une phase préparatoire pour permettre la réalisation de l'ensemble et du renouvellement. Donc c'est une question à Monsieur Graille, à Monsieur Stelboima, avec votre casquette CERM SA3M. Il y a une question de relogement de tous ces habitants et donc est d'autant plus importante la concertation, le fait qu'ils adhèrent au projet, j'imagine. Je vous laisserai développer là-dessus, mais il y a un relogement des habitants nécessaire pour la déconstruction et le renouvellement de leur quartier. Oui, quand on intervient sur un quartier de plus de 20 000 habitants, il faut faire avec les gens, on intervient pour les gens et avec les gens. Mais d'ailleurs pas que avec les gens. On intervient aussi en interaction avec les commerçants, avec tous les gens qui habitent les différents immeubles, les commerçants, les artisans, les ménages, et c'est avec toutes ces dynamiques-là qu'il faut composer. Effectivement, dans le projet urbain, il est souvent proposé des démolitions-reconstructions, il faut donc libérer le foncier pour organiser à une grande échelle des déménagements de familles, d'artisans, de commerçants pour pouvoir démolir des immeubles, recréer de l'espace public ou des nouveaux immeubles en lieu et place. Mais il faut aussi, on intervient aussi en réhabilitation, énormément en réhabilitation d'un patrimoine existant. Et sur cette réhabilitation, il faut souvent le faire en site occupé. Donc ça génère pas forcément des déménagements, mais ça demande une grande organisation pour intervenir dans l'immeuble, chez les gens, dans les parties communes, dans les parties privatives, pour redonner une trajectoire à des immeubles qui ont été construits il y a plus de 50, 60 ans et qui, pour nombre d'entre eux, sont en fin de vie. Voilà. Et quelle est donc votre stratégie pour permettre, pour les commerçants déjà, qui sont forcément impactés par plus ou moins soit par ces déconstructions ou ces réhabilitations, ou les habitants en fait? La première stratégie, c'est de discuter, c'est de faire de la pédagogie, d'expliquer comment la perturbation qu'on génère sur leur trajectoire propre, elle s'insère dans une logique générale pour faire accepter le projet. Donc là, on a besoin de travailleurs sociaux, on a besoin de réunions publiques, d'élus engagés, d'équipes sur le terrain. On a, nous, une quinzaine de personnes qui sont à la Mosson tous les jours, balisées là-bas. Ça, c'est le premier élément. On a besoin ensuite d'intervenir sur un existant. Moi, je trouve ce qui est intéressant sur l'intervention des grands ensembles, c'est que ça nous apprend à travailler sur la ville existante. Et ce qu'on travaille sur la Mosson, ce qu'on a travaillé sur le Petit Bar, ça développe des savoir-faire qui vont nous permettre de travailler sur l'ensemble de la ville. Sur les espaces, sur le site occupé. Voilà, c'est cette question-là. On travaille sur le site occupé, on travaille sur les espaces publics,
pour améliorer le quotidien dont parlait Humbert, mais on se rend compte, et je crois que les premiers dossiers en rue l'ont démontré, que intervenir sur des caractéristiques physiques, ça suffisait pas pour redonner de la vie à un quartier. Il fallait travailler sur les dynamiques résidentielles, les dynamiques économiques, les dynamiques culturelles, les dynamiques associatives, pour réinsérer des espaces dans un fonctionnement normalisé, plus normalisé. Et ce savoir-faire de travailler sur les dynamiques peut ensuite être utilisé sur l'ensemble de la ville. Donc des choses qu'on est obligé de travailler sur les grands ensembles, puis ensuite être réutilisé sur des centres anciens, sur des tissus classiques, demain sûrement sur des océans de lotissement, comme on en connaît beaucoup sur la métropole. Ou de centres commerciaux, effectivement, de s'attaquer sur des centres commerciaux vieillissants ou voilà. Je pense que ça nous apprend à ce type de pratique. D'accord. Je peux peut-être pour mettre l'axonométrie. Oui, je veux bien la dernière. Oui. On vous passe les détails, mais si vous avez suivi, ce que j'en doute pas, les différentes réunions publiques, vous avez dû voir. Voilà. En gros, la Mosson a un horizon hypothétique 2050. Ce qu'il y a de bien, moi, ce que je trouve très rassurant quand on dessine ça, c'est qu'on est sûr que ça ne sera pas comme ça à l'arrivée. Du coup, on ne se stresse pas de savoir si on a juste ou pas. Ce qu'il faut, c'est que les intentions soient suffisamment fortes, les principes soient suffisamment solides, débattus, partagés, compris par tous, pour que ça reste la façon de dessiner tel îlot ou telle forme urbaine et autres. Ça, la vie fera que ça bougera autant que nécessaire. Mais en gros, la Mosson, c'est à terme presque 900 logements neufs, ce qui est pas rien. Ça fait une belle opération. Alors je regardais l'autre jour un docu sur le site de l'INA, qui est un endroit génial, sur les villes nouvelles dans la région parisienne. Les opérations, la taille des opérations dans les années début 70, la taille minimale, c'était 600 logements. Ça fait rêver ou ça fait peur, c'est au choix. Hein. Ça dépend de quel côté on est. Donc 900 logements, 38 000 m² de surface tertiaire. C'est qu'il y a un gros enjeu de développement d'une activité. Alors Altemed va nous y aider beaucoup en installant son siège, et on vous incite à chercher tout de suite des locaux à proximité immédiate de Saint-Paul pour être proche d'Altemed. 14 000 m² de commerce et 1160 logements réhabilités. Donc on voit qu'il y a une masse de boulot qui est colossale, qui va être faite dans les 20 ans qui viennent, on va dire. Ça, non compté 2-3 sujets qui sont au moins aussi importants que ces chiffres-là. C'est le travail sur les écoles. Ce que je fais toujours la même mauvaise blague, c'est qu'on aime tellement les écoles qu'on les démolit toutes. Ça permet de les reconstruire. Ça permet de les reconstruire au bon endroit. C'est la discussion qu'on a eue au début du repositionnement des écoles, avec un programme pédagogique, avec une forme architecturale vraiment adaptée et des performances énergétiques et environnementales. Mais le travail sur les écoles, le travail sur les équipements publics, le travail sur la proximité aux habitants, c'est pas du chiffre de SDP, mais c'est sûrement ce qui est le plus important in fine. C'est ça qui fait le lien. L'école et la culture et l'école. On pourrait rajouter l'école et la culture et le sport. Ouais, mais j'aime pas le sport. Mais je suis très prudent, je fais jamais de sport. Je trouve ça très dangereux. Ça, c'est censé aider à fabriquer un morceau de ville normal. Normal dans le sens ni bien ni mal, ni extraordinaire, ni vraiment pas attractif. C'est aussi un enjeu, on en a peu parlé, tous ces quartiers ont été posés dans la Pampa à l'époque, loin de la ville, hyper bien reliés par la bagnole. Il y a des autoroutes qui arrivent à la Mosson, il y a des toboggans à bagnole, des carrefours, on dirait des entrées-sorties d'autoroute. C'est très bien relié par la bagnole et par la bagnole. Heureusement, le tram est arrivé il y a quelques années.
ça a fait du bien. C'est vachement bien, mais c'est sûrement pas suffisant. Et on voit que c'est pas suffisant parce que tout ce qui s'est construit autour de la Mosson a tourné le dos à la Mosson. Et pas très relié à la Mosson. Et pas d'intimité dans la fonction quotidienne de part et d'autre du Riotor. Il y a peu de porosité. Donc on voit bien que c'est pas relié, que ça marche pas ensemble. Donc c'est aussi un travail qui est pas juste le travail sur la Mosson, qui est un travail à l'échelle de la ville et de l'agglo, qui va durer des années. Quand on s'occupera de régénérer Parc 2000, ce que rappelait Cédric, c'est qu'un jour ou l'autre, il faudra bien en faire quelque chose de Parc 2000, et pas juste des boîtes à chaussures en tôle ondulée. Il faudra vraiment être prudent par rapport à la Mosson, comment on fait la mixité programmatique, le lien, la complexité d'usage entre tel et tel quartier. Et ça n'a jamais été vraiment pensé. Et je pense que c'est ce qui restera à faire à horizon autre. Et puis un dernier mot, on ne peut pas travailler sur ces quartiers en se disant, d'un côté de la ville, on va faire des écoquartiers, on va faire des bâtiments ultra performants, on va faire des espaces publics pour eux, frais. On peut faire toute la liste de courses de ce qu'on trouve en ce moment dans les publications. Et puis juste essayer de faire propre des quartiers en rue, entre guillemets, comme la Mosson. Donc on doit avoir le même niveau d'exigence à la Mosson que n'importe où ailleurs en termes de qualité, en termes de performance environnementale, en termes de qualité de service public, nettoiement, sécurité, divers et variés. On doit être au moins aussi bien, si ce n'est un petit cran au-dessus des autres quartiers, pour que ça soit progressivement assimilable au reste de la ville. Et ça, c'est un enjeu qui est compliqué pour les villes, ou les agglos, qui ont plus tellement de moyens pour être surperformants sur un certain nombre de sujets. Mais on ne peut pas faire juste propre en disant on vous a fait, vous exagérez, ce qu'on entend parfois, on a refait les bâtiments, on a refait les extérieurs et puis c'est toujours aussi dégueulasse. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est là où il y a aussi un accompagnement à faire et un surinvestissement sûrement, il faut l'assumer, pour que ça soit assimilable à une normalité de la ville dans son ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Humbert. Moi, j'avais une question du coup pour Maryse Faye et vous-même. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la ville à hauteur d'enfant. Qu'est-ce qui va être fait dans les grands ensembles, qui sont des ensembles faits pour les adultes et qui ne sont pas aujourd'hui à hauteur d'enfant, qui vont être mis en place pour remettre l'enfant au centre de ces quartiers? Alors, je dirais que toute la ville n'est pas à la hauteur des enfants. Quand on est dans le centre-ville, par exemple, il n'y a pas plus de choses qui sont à la hauteur des enfants que dans les grands ensembles. Je pense qu'il ne faut pas en faire une ségrégation. Et cette idée de mettre la ville à hauteur des enfants, elle est partout, sur l'ensemble du territoire urbanisé. Et donc, on va faire la même chose à la Mosson ou aux Cévennes qu'on va le faire sur un quartier, le quartier Méditerranée, par exemple, ou le quartier Boutonné. L'exemple même, c'est par exemple les rues aux enfants devant les écoles. On en fait en centre-ville, on en fait dans les faubourgs et on en fait à la Mosson. La première d'ailleurs qui a été faite, c'est la rue de Bari, devant le groupe scolaire, entre le groupe scolaire et à l'époque c'était le bâtiment de l'URSSAF. Et on a condamné la circulation sur cet endroit-là. La première rue aux enfants, à hauteur des enfants, si j'ose dire, ça a été effectivement sur le quartier de la Mosson. Donc, à partir du moment où on a travaillé sur un quartier, et ça me permet de faire l'articulation avec le Petit Bar. Le Petit Bar, c'est un dossier labellisé en rue 2004. Le Petit Bar a vécu avant, donc dans les années 60-70. Donc il avait un vécu, et en 2004, dossier en rue. On est aujourd'hui en 2024, 20 ans après. Donc il a vécu, on va dire, 40 ans avant l'ANRU,
Et là, il a vécu 20 ans après l'ANRU. Ben, on s'aperçoit que même 20 ans après, et c'est ça la problématique de l'urbanisme et du temps long dont tu parles, c'est que 20 ans après, il faut qu'on intervienne encore sur le dossier ANRU, Petit Bar, sauf qu'on n'a plus de financement, comme je le disais tout à l'heure. Et donc ça devient un quartier, ben, comme tous les quartiers de Montpellier, où ce sont des investissements publics qui sont faits de façon normale et qu'on doit continuer. Par contre, sur Petit Bar, effectivement, il ne faut pas considérer, quand on a fini, c'est jamais fini, mais quand on pense avoir terminé et qu'on n'a plus de financement de l'ANRU, il ne faut pas se dire que, bon, ça y est, comme tu dis, on a fait ce qu'il fallait, maintenant ça vit tout seul. Et ben, sur Petit Bar, c'est un petit peu ce qui s'est fait pendant je vais pas dire un court instant, mais pendant quelques années. Et aujourd'hui, on se réinvestit sur Petit Bar, sans financement de l'État, mais on a par exemple encore un terrain à construire qui n'a jamais été construit, mais qui depuis 20 ans, ben, il est devenu un parking, parce que quand il y a un espace libre quelque part, il reste jamais vide. Et donc aujourd'hui, c'est un parking sauvage, sur lequel ben, il y a toutes les problématiques dont tu parles, et disons le non-entretien de cet espace fait que ben, on a l'impression que ben, finalement sur le quartier du Petit Bar, tout ce qu'on a fait, ça n'a pas produit ses effets. Par contre, j'ai été visiter il n'y a pas très longtemps, et on va sans aucun doute l'inaugurer, j'ai été voir un immeuble qui vient de sortir de terre, qui a été fait par Action Logement, qui est effectivement une émanation de l'ANRU, donc c'est un des financiers, mais qui n'avait non plus pas construit sur ce terrain. Et là, aujourd'hui, il livre 33 appartements LLI. LLI, c'est le logement intermédiaire. Et ça répond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on insuffle une population avec des familles, on va dire intermédiaires, des classes moyennes. Donc c'est toujours la poursuite, et il ne faut pas les abandonner une fois qu'on a commencé un travail sur ces quartiers-là. Il ne faut pas les laisser en se disant ça y est, c'est fini, c'est bon, on a travaillé dessus. Parce qu'ils peuvent rechuter très rapidement. Donc c'est sans fin, mais c'est sans fin comme sur tous les autres quartiers. En centre-ville, aujourd'hui, notre centre-ville, il a combien d'années? Plus de 100 ans. Eh ben, on y travaille encore. Et en fait, tous ces quartiers-là, eh ben, ils deviennent aussi les futurs quartiers où, ben, en 2050, c'est nos futurs quartiers et on travaillera dessus encore. Donc, c'est un peu la réponse aussi à notre problématique actuelle qui est le ZAN. Parce que finalement, ces quartiers-là, ben, c'est des pépites. Ça devient des pépites parce que on peut les recycler, on peut les renouveler, on peut déconstruire, reconstruire. Et donc, c'est nos pépites de demain parce que c'est la ville sur la ville. Donc, il faut au contraire qu'on les magnifie et qu'on se dise que ben, plus on a de grands ensembles sur un territoire, plus on a de la perspective pour pouvoir reconstruire. Et donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous, parce qu'on a toujours une population que vous connaissez à Montpellier, sur sa métropole, croissante. Et donc, c'est des réservoirs futurs pour nos années 2050. Je ne sais pas combien on sera d'habitants, mais on a toujours 5000 à 6000 habitants par an supplémentaires sur la métropole. Donc, on a besoin de ces réservoirs-là. Et c'est vrai que ce que tu disais par rapport à la pluridisciplinarité, ben ça nous oblige à travailler sur plusieurs axes qui sont le côté social, le côté environnemental et le côté économique. Parce que par exemple sur la Mosson, on veut insuffler aussi de nouvelles entreprises pour que ça soit un lieu d'habitat, mais aussi un lieu de travail. Parce que la ségrégation de l'époque qui était on fait du zonage, du zoning, comme on appelait, bah, il faut le réduire. Et ces quartiers-là sont propices justement à ces nouvelles fonctions, ces nouvelles orientations. Et la position des groupes scolaires est très intéressante parce qu'on doit retravailler dessus. Et on les met en articulation entre les quartiers qui sont à côté et les quartiers qui étaient dits populaires pour justement rassurer sur cette mixité sociale qui est intéressante et qui est nécessaire. Si je peux compléter, ça me fait penser, l'intervention de Maryse me fait penser aussi, je suis allé sur le site internet de l'AIMF.
Maryse qui disait finalement le travail sur les grands ensembles, demain c'est le travail sur la ville normale. Et en fait, on se rend compte que des problématiques qu'on essaye de travailler sur les grands ensembles, sur la Mosson, sur les Cévennes, qu'on a essayé de travailler sur Petit Parc, finalement, c'est des problématiques qu'on retrouve beaucoup dans les préoccupations des villes de la IMF, qui sont pas forcément des grands ensembles, c'est des villes normales. Et je prends quelques exemples. Quand on se projette à 2050, on travaille sur la Mosson et sur le Cévennes sur la question du cycle de l'eau, sur la question de la désimperméabilisation, sur la question des îlots de chaleur, sur la question de la surélévation, sur la question du genre. Vous avez beaucoup d'espaces de travail sur le genre. Quand on travaille à hauteur d'enfant, on travaille aussi avec les mamans. Voilà. Et finalement, toutes ces préoccupations de l'AIMF, des villes de l'AIMF, finalement, on les partage aussi quand on travaille sur les grands ensembles, et on essaye, en plus de réparer les choses qu'on essaye de réparer, on essaye de se projeter aussi à travers toutes ces thématiques à 2050, de fait, sur les grands ensembles comme sur le reste de la ville. Et peut-être que je rajouterais qu'en fait, sur la question du temps, comme vous en avez parlé, la ville évolue évidemment en fonction du temps, mais les temps ne sont pas les mêmes, bien entendu, ici en Europe ou en Afrique. Et il faut savoir que du coup, les choix de créer ces grands ensembles, donc il y a un certain nombre d'années, se posent aujourd'hui en Afrique parce qu'évidemment la croissance exponentielle de la population entraîne du coup le besoin de construire des logements, et le choix qui malheureusement aujourd'hui est assez largement porté est de la création de villes nouvelles, des villes nouvelles dans des endroits donc soit désertiques, qui finalement reposent les mêmes problématiques de ce qui s'est passé à un moment donné chez nous. Et donc nous, ce qu'on a envie en fait en travaillant à cette échelle globale, c'est déjà donc travailler sur l'urgence, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le temps d'attendre, malheureusement. Il faut qu'on crée donc à la fois vite en Afrique, mais aussi bien. Et pour ça, peut-être que ce que nous on aimerait, c'est pas du tout être dans une démarche nord-sud pour dire voilà la façon dont il faut faire, mais plutôt l'inverse. Dire peut-être voilà la façon dont il ne faut pas faire, ou en tout cas nous on sait aujourd'hui les limites justement d'avoir construit peut-être trop loin, donc ce qui a entraîné donc évidemment l'usage de la voiture, etc. Donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir créer des équipements de transport ou quoi qui connectent, mais quand même on en voit des limites, ou alors de peut-être de pas avoir assez créé de commerce ou en tout cas d'équipements, ce qui aujourd'hui est aussi un problème en Afrique, parce que on crée des logements, ou en tout cas les populations le créent eux-mêmes des fois, sans justement les services essentiels qui sont à apporter aux populations. Et donc on grignote notamment sur les villes intermédiaires qui, elles, ne sont pas équipées des équipements qu'il faudrait justement pour accueillir ces populations. Et à l'inverse, peut-être que les villes du Sud pourraient aussi nous apporter sur les hausses de température qui sont promis par le GIEC, et peut-être que Montpellier aurait à s'inspirer des climats de Tanger ou d'autres du nord de l'Afrique, sur comment on va construire ces logements et comment on va les adapter au climat de demain, qui ne sera pas le même en 2050, bien entendu, qu'aujourd'hui. Juste un petit mot par rapport à ce que tu dis. Je reviens sur mon site préféré en ce moment, qui est le site de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Il y a une série documentaire qui s'appelle Ville Nouvelle, qui est fait entre autres par Eric Romer. Je sais pas si c'est absolument génial, parce que dès l'origine, c'est fait au début des années 70, cette série docu. Il y a 5 ou 6 épisodes. Tout est décrit de ce qu'on constate aujourd'hui. Tous les dysfonctionnements, les problèmes, les complexités qu'on n'arrive pas 40, 50, 60 ans après à gérer, elles sont décrites très précisément dès les années 70. Donc il y a quelque chose dans notre histoire, et c'est pas une façon de donner des leçons, surtout pas, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos erreurs collectives sans être un jugement de valeur sur ce qui a été fait à l'époque. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant, je trouve, dans cette réflexion. Il y a la même chose sur les grands ensembles, d'ailleurs. Et même motif, même punition, tout y est décrit des années 70. Vraiment. Après, juste un dernier petit point. Je trouve que ce qui fait la difficulté de ces grands ensembles,
Alors on parle de grands ensembles de logements, on pourrait parler de grands ensembles de lotissements, ou de grands ensembles de zones commerciales. Enfin, c'est pas un gros mot, grands ensembles. C'est quelque chose d'assez vaste, trop homogène. Donc ça, si on prend ces critères-là, il y en a beaucoup de grands ensembles autour de nos villes. Et il n'y a pas que la Mosson ou Petit Bar ou Cévennes à Montpellier, loin de là. Il faut qu'on arrête de faire ça. Ça semble acquis aujourd'hui. Et surtout, il faut qu'on arrive à travailler ces secteurs-là. Et en même temps, parce que si ces quartiers se sont paupérisés, je rappelle que c'était pas le cas à l'origine, c'était plutôt mixte socialement, avec des classes moyennes qui habitaient ces quartiers-là, des gens qui habitaient Tour d'Assas, qui nous disaient à quel point ils étaient fiers d'habiter Tour d'Assas parce que c'était le rêve d'une vie d'accéder à la modernité. C'était il y a quelques années. Donc si ces quartiers ont baissé en mixité sociale, c'est pas que de la responsabilité intrinsèque du quartier. C'est aussi des stratégies de politique à plus grande échelle qui font qu'on a bossé à Nîmes il y a quelques années. Pisevin-Val-de-Gour, c'est tout ce qu'on veut pas voir dans le reste du département, on le met là-bas. Je vous le fais court et un peu non politiquement correct. Donc forcément, quand on a des logiques comme ça, c'est compliqué. Et donc, il y a à la fois la question de la conception, de l'organisation, de l'équipement, de la façon dont on vit ensemble, la culture, le sport éventuellement, et l'éducation. Et il y a aussi l'ensemble des politiques publiques qui ne sont pas forcément de la responsabilité d'un élu local isolément, mais qui sont des vraies politiques publiques. Et c'est là où on peut aussi trouver quelques défaillances sur les dernières décennies. Voilà. Alors peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, sinon je pense qu'on a bien abordé le sujet des grands ensembles qui est très inspirant, très passionnant. On voit que c'est une réflexion actuelle mais aussi continue autour de notre ville. Et donc si vous le souhaitez, nous pouvons donc passer aux questions du public, si vous en avez, sur ce thème. Oui. Sans fil. Bonjour à tous et toutes. Ma question va porter sur le stade de la Mosson, non pas à savoir si il sera construit, s'il y aura un nouveau stade qui sera construit ou autre, mais dans l'hypothèse où le stade actuel serait démoli, qui était quand même un outil d'attractivité, mine de rien, quand même du quartier. Quels seraient les axes qui seraient imaginés pour la suite, en lieu et place de ce stade ? Alors c'est une question que beaucoup se posent. Je ne ferai pas un scoop aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une partie qui est inondable. Donc, dans le cadre de la régulation hydraulique, il faudra qu'on fasse quelque chose. On sait aussi qu'il y a plusieurs propositions qui sont faites. Et on est en train, effectivement, de travailler sur cette future occupation du stade de la Mosson. D'abord, il faudra en construire un autre. Donc, on cherche aussi un lieu. Donc, la réponse, elle n'est pas encore aujourd'hui. On a récupéré un micro sans fil pour ceux qui seraient moins à l'aise de venir devant si vous avez d'autres questions. Merci. Pour un projet comme la Mosson, avec une horizon 2050, vous avez commencé à travailler entre autres sur les écoles dans le secteur des Halles. Est-ce que qu'est-ce qui a motivé ce choix de commencer par les écoles et plus globalement comment vous faites votre chronologie sur les axes de travail pour un quartier comme celui-là? Alors, on a tout de suite travaillé sur les écoles parce qu'on pense que c'est une des clés de réussite dans la vie.
C'est pas une question de quartier ou pas quartier. C'est dans la vie, il faut des bonnes écoles, il faut des bonnes formations, ainsi de suite. Il y a certains groupes scolaires qui sont un peu vétustes, un peu obsolètes, qui sont plus tout à fait conformes à la réglementation, ou limite, ou tirés par les cheveux. Donc il faut travailler ces écoles. À partir de là, la question de l'attractivité des secteurs résidentiels par les écoles, qui est un phénomène assez connu, où les stratégies d'évitement des parents par rapport à une carte scolaire est aussi un phénomène très connu. On se sent obligé de poser cette question-là. Pour être sûr qu'elle soit posée, je le disais en boutade, mais à moitié, on a tout de suite proposé la démolition de tous les groupes scolaires de la Mosson. En disant, ça oblige, on s'oblige collectivement à se reposer la question des cartes scolaires, à se reposer la question de l'offre éducative, voire d'un projet pédagogique, mais ça nous dépasse complètement, c'est pas notre sujet, et de retrouver à travers ce levier-là plus d'attractivité que ce qu'on a aujourd'hui dans les écoles. Après, on a toujours sur ces sujets-là un jeu de bonneteau, de chaises musicales et autres. Pour démolir, il faut que j'ai reconstruit. Pour que j'ai reconstruit, il faut que j'ai un foncier dispo. Pour que j'ai un foncier dispo, est-ce que je démolis ou pas, machin bidule. Et donc, on fait le petit jeu de... c'est assez intéressant intellectuellement à faire. Il faut d'abord que je reconstruise un groupe scolaire. Donc c'est le groupe Hypatie qui est plutôt de l'autre côté de l'avenue de l'Europe, au pied de la ZAC qui est de l'autre côté... Malbosc, merci, un petit trou, au pied de Malbosc. Donc on fait un groupe scolaire Hypatie qui va choper une carte scolaire assez différente. Du coup, on va pouvoir démolir l'ancien. Du coup, on va pouvoir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un jeu de chaises musicales permanent sur les écoles et sur pas mal d'autres sujets. C'est vrai pour les commerces aussi, c'est vrai pour les activités qui existent, parce qu'il y a beaucoup d'activités existantes sur la Mosson, alors qui sont pas des majors du 440 ou des stars de l'IA, pas forcément, mais qui sont des vraies activités économiques avec des gens qui bossent tous les jours, beaucoup. Donc il y a aussi ces jeux de chaises musicales pour l'ensemble des sujets. Et le côté un peu touchy du système, c'est d'arriver à coordonner tout ça. Et sur les écoles, ça s'est hyper bien passé parce que la ville a mis une volonté sur les groupes scolaires, franchement assez remarquable, est très différente de ce qu'on peut voir dans d'autres collectivités. Il y a un vrai engagement de la collectivité, du maire et de ses équipes pour fabriquer des écoles ambitieuses, remarquables. Et on espère avec un programme éducatif adapté aussi qui donne envie aux gamins d'y aller et aux parents de mettre leurs enfants dans ces écoles. Tu as raison de le souligner, Humbert, parce que, en fait, quand on travaille sur ces territoires où l'on veut renverser la mixité, comme je le disais, il faut travailler sur tout. Et il ne faut pas se voiler la face. Les groupes scolaires sont particulièrement ségrégés sur ces territoires-là. C'est un fait sur lequel on ne doit pas être fataliste, mais au contraire être dans le dynamisme d'oser. Alors, pourquoi oser ? Tout simplement parce qu'en fait, travailler sur les groupes scolaires, c'est aussi positiver pour les personnes et les familles qui sont là. Parce que quand on assiste à des conseils de classe, dans certains groupes scolaires, là aussi, on a une demande de mixité à l'envers. C'est-à-dire que les familles nous disent, mais je vais le dire franchement, il n'y a plus de petits blancs. Et ces familles-là en souffrent aussi parce que la mixité, c'est aussi un droit pour eux. Et donc, quand on a le courage politique de se dire, il faut qu'on insuffle des logements libres. Libre, ça veut dire en accession à la propriété, soit en accession intermédiaire, soit en accession libre complètement. Pour réussir cette opération-là, et pour se dire qu'il ne suffit pas de faire venir les gens et de leur dire, vous habitez là, il faut leur apporter aussi un attrait, une conviction. Et si c'est pour faire des logements nouveaux, en accession, mais que les enfants de ces futures familles vont à l'école libre en centre-ville, je caricature, mais je crois qu'il faut qu'on soit franc aujourd'hui, on n'a pas réussi. Alors que si on recrée des groupes scolaires
soit en frange avec une mixité, soit des nouveaux groupes scolaires avec la même puissance pédagogique et la volonté d'y insuffler du tissu associatif, de la collaboration avec les associations en particulier, mais pas que, et le corps éducatif, eh ben nous, on fait le pari que ça va réussir. Oui, je peux compléter juste. Effectivement, c'est le travail sur les écoles, ça permet de tirer plein de fils. Maryse vient de parler du projet pédagogique, donc ça oblige la collectivité à refondre, à reconstruire un projet pédagogique. On construit des plus petites classes sur la Mosson. On construit pas une école de la même façon que ce qu'on construisait il y a une trentaine d'années. Ça oblige ensuite à tirer le fil de l'ouverture de l'équipement public. On y met un centre de loisirs. Donc on essaye de mixer les activités. Ensuite, on travaille sur le devant de l'école. Le chemin de l'école, donc on met des jeux, le chemin entre l'école et le parc, voilà. Et en tirant ces fils, c'est une intervention sur pas tout le quartier, mais une grande partie du quartier qu'on s'oblige en intervenant sur l'école. Juste pour compléter ce que tu dis, Cédric, je voudrais en profiter, parce qu'il y en a quelques-uns dans la salle, de remercier les architectes qui rentrent dans cette dynamique-là, parce que c'est grâce à eux aussi, avec leur inventivité, leur créativité, qu'on arrive à réussir des projets aussi importants que ça. D'autres questions? Oui. Merci Annabelle. Bonjour, merci pour toutes ces informations qui sont très enrichissantes. Moi, je vais parler d'un sujet qui est plus d'ordre opérationnel, qui est financier et qui porte sur l'apport du privé dans la transformation de ces grands ensembles. Aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà constater dans certains territoires confrontés aux mêmes situations que un des enjeux principaux de cette transformation réside dans l'équilibre financier, dans le portage quelque part de la transformation de certaines réhabilitations ou de certains fonciers. Il y a certains retours d'expérience, je peux en parler parce que je connais un peu le sujet. J'ai piloté le projet de transformation en rue du Parc Sud de Nanterre pendant de longues années. Donc aujourd'hui, ce projet, il a tout plein de spécificités. Il est pensé un petit peu. Il y a des traits qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai pu entendre à travers le projet de la Mosson. Je m'y suis aussi beaucoup intéressé. Il y a le sujet de l'école, bien sûr, dans sa place dans le quartier. Il y a le sujet de retrait des trams, des rues, recréer des espaces verts qui sont connectés. Là, je vois qu'il y a un très grand parc et je connais l'enjeu qu'il y a autour justement de reconnexion avec ce quartier-là. Il y a le sujet d'apport de populations quelque part nouvelles qui viendraient recréer de la mixité dans ce quartier-là. Donc il y a tout plein d'enjeux. Et sur Nanterre, pour reprendre cet exemple, malheureusement aujourd'hui, malgré la vente de ces tours, c'est les tours Ayot, les tours du célèbre architecte Émile Ayot, justement, qui ont des spécificités assez techniques, notamment sur les façades. Je pense que vous connaissez un peu le sujet, mais aussi dans ses fonctions. Et quelque part aujourd'hui, malgré la revente de ces tours à 1 euro symbolique, on se rend compte qu'on n'arrive pas en fait concrètement à faire sortir le projet. Donc malheureusement, on est face justement sur, en plus la politique c'est des temps courts, donc des mandats. Et ces réhabilitations c'est des temps longs. Donc il y a le sujet aussi de la vie dans le quartier, temps court, temps long, mais il y a aussi le sujet politique. Donc aujourd'hui on a la chance aussi d'avoir ce portage qui est rendu aussi possible par une volonté politique. Et pour le rendre possible, il faut aussi que ce soit quelque part porté de manière efficace et possible surtout par les promoteurs privés, d'une certaine manière. Donc si j'avais une question, c'est est-ce qu'il y avait des mécanismes aujourd'hui qui étaient un peu conçus, peut-être des allotements. Je sais qu'il y a des sujets d'allotement en fonction des territoires, ça peut être sur un secteur et un autre, pour justement aller chercher l'équilibre avec la péréquation entre deux parcelles. Donc voilà, est-ce que c'est prévu sur ce projet ou pas? Je peux répondre avec... La question que vous posez, moi je la poserai un petit peu différemment, c'est quand la collectivité intervient sur un endroit, sur un grand ensemble ou ailleurs d'ailleurs, quand on met 1 euro public, quel est l'effet levier pour aller mobiliser de l'argent privé? C'est ça un peu votre question, que vous centrez sur la question du marché immobilier, mais en réalité, il y a plein d'autres façons de créer un effet levier. Quand on intervient sur des commerces,
on essaie de redonner une valeur à des cellules commerciales, donc de mobiliser de l'argent privé de propriétaires privés pour qu'ils puissent réinvestir sur le quartier. Donc on va chercher de l'argent privé de propriétaires de murs commerciaux. Quand on se lance dans la réhabilitation à grande échelle de logements privés, bien sûr la collectivité accompagne cette réhabilitation et les différents ménages en mettant de l'argent pour les aider à assumer cette réhabilitation. Mais il y a toujours une partie de reste à charge de propriétaires qui vont mettre leur argent dans la réhabilitation des immeubles. Là, donc on réinjecte grâce à ça dans le quartier une partie d'argent privé. Quand on intervient sur l'école, on redonne une valeur au quartier. On sécurise l'investissement des différents ménages qui sont déjà présents. Donc là aussi, alors c'est pas de l'apport de l'argent, mais c'est de la sécurisation de patrimoine. Effectivement, aussi, Humbert le disait, on construit un peu moins de 1000 logements neufs. Donc on va chercher des tiers qui vont mettre leur argent dans des immeubles sur du patrimoine. On aimerait bien que tout de suite, ça soit des ménages particuliers qui viennent se battre pour acheter ces différents appartements. Mais avant d'arriver à là, on passe par des investisseurs institutionnels. On va chercher Action Logement, on va chercher etc. qui mettent leur argent à eux. Donc c'est pas de l'argent de la collectivité. Donc là aussi, on crée un effet levier pour de l'investissement institutionnel sur des logements. On fait ça aussi sur du bureau. En installant le siège d'Altemed sur la Mosson, on incite soit Altemed, soit Altemed et ses partenaires financiers à venir investir 30 millions sur le quartier sur du long terme. Donc, sans vouloir être trop long, c'est pour illustrer que l'effet levier que vous évoquez sur l'achat particulier d'un logement, en réalité, il existe sur tout un tas de thématiques. Et c'est bien l'objet de la collectivité d'essayer de mettre le moins d'argent public possible pour générer le plus d'effets leviers possible. Voilà. Alors certes, c'est des quartiers difficiles et on est obligé d'injecter un contrat en rue qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros pour arriver à nos fins. Mais c'est bien l'effet recherché. Bon bah, je pense qu'il n'y a plus de questions. Du coup, c'est la fin de cette conférence. Merci à tous d'avoir répondu présent à cet événement. Et merci à tous les intervenants d'avoir participé et d'avoir pris le temps de venir nous accompagner dans ce sujet. Merci à tous.